Salut Marine. Ça va? Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Écoute, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Je m'appelle Marine, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu, influenceuse. Le mot, franchement, peu importe. Ouais. J'ai commencé en faisant des vidéos sur YouTube et maintenant, je suis un peu sur Instagram. Enfin, tu vois que quand tu commences sur YouTube, après, tu vas sur Twitter, tu vas sur Instagram et après, tout se mélange un petit peu. Donc, en fait, maintenant, je vis des réseaux d'une manière générale. Mais j'aime bien dire quand même que je suis YouTubeuse parce que c'est mon truc de base. Ouais, c'est là où t'as commencé. Là où j'ai commencé, donc YouTubeuse. Bah, tu sais que quand j'ai re-regardé ta chaîne là avant le podcast, je crois que sans faire exprès, je me souviens même plus pourquoi je suis tombée sur ta première vidéo. Oula. Qui est celle sur le harcèlement. Oui. Mais tu sais que du coup, je l'avais vue. Vraiment, mais elle date d'il y a super longtemps. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as fait cette vidéo? Et en fait, c'est fou parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le type de vidéo que tu fais, tu vois. Mais du coup, je me suis grave demandé, parce que je la trouve géniale, même combat, de toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo pour les personnes qui nous écoutent. Mais ouais, dis-nous tout, comment t'as fait cette vidéo? Mais en fait, c'est ouf parce qu'il y a plein de gens qui savent pas que cette vidéo, elle est sur ma chaîne, mais en vrai, elle aurait pu être sur un truc complètement au hasard. De base, j'ai fait une école de commerce. Et on avait un séminaire, tu vois, pendant une semaine, on devait faire des vidéos, des choses comme ça. Et le thème, c'était de faire une vidéo qui rassemble le plus de personnes dans la rue. Donc on se met en groupe et tout, et avec des potes, on se dit, non, on veut vraiment faire un truc sur le harcèlement de rue parce que c'est une réalité. En tant que jeune femme, tu y es confrontée quand même tous les jours. Donc on réfléchit à un concept et tout. C'était à Dijon, le séminaire c'était à Dijon. Et on fait cette vidéo. Et moi, à l'époque, j'aimais bien déjà faire du montage et tout, mais j'avais pas du tout de chaîne YouTube. En fait, cette chaîne, c'était ma chaîne d'abonnés, tu vois, où j'étais abonnée aux gens, je mettais des commentaires, des pouces bleus et tout. Et du coup, on fait cette vidéo. Et pendant le séminaire, elle est diffusée dans l'amphi de notre école. Et les gens, c'était trop en mode, mais c'est trop bien, je veux la montrer à mes parents, est-ce qu'il y a moyen que tu la postes quelque part? Donc on la met sur Facebook. Et on voit en fait que ça prend autre part que seulement notre petit groupe d'école, tu vois. Donc je la mets sur YouTube. Et pareil, les vues. On est contacté, journaliste, on a été contacté par la télé, on a refait une séquence pour, comment ça s'appelait, Sans tabou de Bernard de la Villardière sur M6. Donc en fait, c'est une histoire qui de base, c'était un projet de classe. Ouais. Et c'est parti tellement loin. Et en fait, cette vidéo, du coup, elle était sur ma chaîne, mais j'ai pas touché d'argent, j'ai pas gagné non plus Enfin, j'ai gagné des abonnés, mais tu vois, c'est des abonnés qui s'abonnaient, qui m'ont servi à rien quand je me suis lancée. Mais c'est vrai que cette vidéo, j'ai commencé... où je m'étais dit, mais je vais juste la poster pour les gens de l'école. Quoi. Ouais, pour les gens qui puissent la voir. Mais en plus, c'est marrant parce que j'ai aussi posté une vidéo YouTube, pour le coup, sur un compte perso, parce que c'est vrai que t'as cette problématique, parfois, quand t'as un projet de groupe et que ça doit être publié quelque part, au moins sur YouTube, c'est gratuit, tu vois, tu la mets en privé. Et mes potes n'avaient pas spécialement une chaîne, alors que moi, j'étais déjà de base à fond sur YouTube. J'avais déjà l'envie de me lancer sur YouTube, mais quand je l'ai posté, je me suis dit, mais moi, j'ai une chaîne, vas-y, on la poste. C'est plus simple, quoi. Ouais. C'est cool que tu l'aies laissé, je trouve. En fait, justement... Je l'ai supprimé. non. De base, moi, je voulais vraiment commencer YouTube depuis super longtemps parce que je regardais énormément de gens faire des vidéos et je m'étais dit, putain, ça a l'air trop cool. J'ai envie, moi aussi, d'apporter un truc. Et puis même, ça a l'air fun, tu vois. Tu vois que les YouTubeurs, ils s'amusent et tout. Donc, sauf qu'en fait, j'étais au lycée à l'époque quand je voulais commencer et je m'étais dit... harcèlement, un peu les gens qui vont te dire, ils vont se moquer forcément, parce qu'au début, c'est un peu tout le temps gênant, tu vois, surtout à l'époque. Et du coup, je m'étais dit, non, je vais pas faire de vidéo. Et quand j'ai posté cette vidéo, je sais pas si t'as lu un petit peu les commentaires là récemment, non. Mais c'est full, grosse pute, vous êtes vraiment... Putain, ouais. Une vidéo sur le harcèlement qui finalement continue dans les commentaires, bref, le classique, quoi. Ouais. Et en lisant, je me suis dit, mais en fait, je suis critiquée par des gens que je ne connais pas, et j'en ai rien à foutre. Et cette vidéo, tu vois, le fait d'avoir été mis en lumière encore plus, puisque elle a fait plus d'1 million de vues, je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à faire, lance ta chaîne. Et quelques mois après, j'ai lancé ma première vidéo, qui n'avait rien à voir, c'était du make-up à l'époque. Donc, vraiment rien à voir. Ouais, c'est cool, j'avoue, parce qu'en gros, t'avais une barrière psychologique de te dire, je sais pas comment je vais gérer les haters, et vu que là, t'en as eu... On en a eu vraiment pas mal, ouais. Voilà. Mais après, alors je sais pas, mais avec le recul, je me dis, c'était pas ta tête dans la vidéo, c'était plus genre. Non. Donc je me dis, c'est peut-être plus facile entre guillemets, ou en tout cas moins difficile, de supporter de la haine quand c'est pas toi, ta personne. C'était pas ciblé, tu vois. Genre, c'était vraiment. C'était vraiment des connards bande sexistes, de putes, quoi. tu vois, genre qui parlaient du groupe en général, quoi.
Mais c'était quand même moi, du coup, qui avait les commentaires. C'est vrai, ouais. Tu recevais, tu lisais, et vraiment, t'as réussi à te dire... Mais ces gens-là, je les connais pas, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est tellement absurde ce qu'ils commentent aussi que, de toute façon, c'est vrai que... Ils n'avaient pas compris le sujet, tu vois. Ouais. Et donc là, tu t'es lancée. C'était quand ça ? T'étais déjà en école de commerce ? Ouais, j'étais en première année. Ok. Ouais, première année. Et du coup, je sais pas, ça fait... à chaque fois, on me pose la question, ça fait combien de temps ? Ça fait 5 ans. Ouais, 5 ans. On a le même âge. Ouais, 5 ans. Du coup, t'as arrêté ou t'as continué tes études ? Non, j'ai eu mon bachelor au bout de 3 ans. Ouais. J'avais fait commencé, parce que vraiment, j'ai tenu 2 semaines, quoi. J'ai passé des concours pour entrer à l'IAE pour un master en entrepreneuriat. Ouais. Parce que déjà, la chaîne YouTube commençait un peu à marcher et je m'étais dit... J'ai envie de faire mes trucs à moi. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est un truc qui m'intéressait. Et du coup, j'avais vu ce master qui avait l'air trop bien. Donc, j'ai passé les concours, j'ai réussi les concours. Donc, j'ai intégré l'IAE. Et en fait, première semaine, déjà premier cours. Je sais pas, t'as fait une école de quoi ? J'ai fait Sciences Po, moi. Ok. Premier cours, SWOT Pestel, à un moment donné, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est vraiment des outils. Le SWOT, là, ouais, vraiment. Force, faiblesse. Voilà, outils marketing qui, pendant 3 ans, vraiment, j'ai fait ça, mais. Et là, j'arrive en master en me disant, OK, pendant 3 ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu tout le temps la même chose. Là, j'ai choisi un master, parce que commerce, c'est quand même. Général. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai vraiment choisi un master spécialisé en entrepreneuriat. J'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Premier cours, je vois un SWOT, je suis là en mode non. Ça va pas le faire. Je vais pas me retaper 2 ans parce qu'en fait là je me suis rendu compte que début de master il fallait quand même une base parce que tout le monde venait pas d'école de commerce et en fait je me suis dit je me sens pas capable vraiment de refaire une année de trucs généralisés. En fait je sentais que j'étais dans une période de ma vie où je me suis dit j'ai envie de concret, j'en ai marre de la théorie, j'en ai marre et du coup, au bout de 2 semaines, je me suis dit non. Ciao. J'ai appelé papa, maman, voilà, j'ai envie d'arrêter les cours, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai un peu sondé parce que c'est une grosse décision, ouais. C'est une décision difficile, même si en soi, tu vois, j'ai un bachelor. Ouais. Mais il y a toujours ce truc de master, c'est bien, minimum. C'est fou comme c'est psychologique, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression d'être fondamentalement vachement plus smart qu'il y a 2 ans, tu vois. Enfin. Vas-y, t'as appris des trucs, mais c'est plus l'expérience, franchement, de vie qui te fait apprendre des choses. Et après, franchement, en fait, pour moi, je trouve que ça dépend vachement de ce qu'on veut faire. Parce que, évidemment, tu vas être médecin, tu vas pas dire les 2 dernières années, c'est bon, j'ai déjà fait 7 ans, tu vois. Mais j'avoue, pour l'entrepreneuriat, moi, perso, après, il y a plusieurs écoles, mais je suis vraiment pas sûre qu'on puisse apprendre l'entrepreneuriat à l'école. Non, je pense pas. Je pense que déjà, c'est un truc de base que t'as en toi, tu vois. Après, c'est sûr qu'on va te donner des clés, des outils. Et puis même une école, tu as tout ce qui est ancien élève. Donc, tu as réseau, tu vois, contact, tout ça. Mais les idées, ça vient de ta tête. C'est pas quelqu'un qui va te donner des idées. C'est pas quelqu'un qui va te dire allez, bouge-toi, fais ça et tout. C'est vraiment un truc personnel. Et en fait, quand j'ai arrêté la fac, du coup, j'étais à une période où YouTube, ça commençait déjà à me rapporter. J'avais un truc à côté où, pareil, j'étais en auto-entrepreneur, pardon. Et du coup, je me suis dit, mais on nous dit, OK, avoir des diplômes, c'est bien, mais pourquoi ? Pour avoir un bon salaire. Et en fait, je me suis dit, le salaire, je l'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire ? J'adore, t'as une nuance de clairvoyance dans tes yeux. Parce que, OK, on dit l'argent, c'est pas important et tout, mais en vrai, l'argent, c'est important un minimum. Il faut quand même que t'aies un salaire. Et là, le salaire, je l'avais déjà. Donc, je me suis dit... C'est pas en faisant 2 ans de plus que je vais être mieux payée ou que je vais trouver un job qui me plaît plus parce que je fais déjà un truc que je kiffe, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi pas, porter ses couilles et se dire, teste. Puis, de toute façon, à l'époque, du coup, j'avais 20 ans. Là, je pourrais très bien reprendre les cours, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, ça me fait penser à Élise Ebb, qui, elle, a choisi de reprendre les cours. Elle avait déjà fait genre 2 ans, puis elle a changé 2 fois. Et maintenant, elle reprend à l'EFAP 5 ans. Et c'est vrai que, quand elle me l'a dit, bref, on n'a pas eu le temps d'échanger hyper longtemps, mais je me suis dit, putain, mais elle gagne déjà sa vie. Elle a déjà un taf. Pourquoi est-ce qu'elle va refaire 5 ans ? Mais je me suis posé repartir de zéro. Donc Élise, tu nous écoutes, dis-nous. Explique-nous pourquoi. Ouais, parce qu'en effet, je pense qu'il y a aussi, peut-être ça la passionne, tu vois, il y a le côté, les études, en vrai, c'est intéressant. Mais c'est vrai que quand t'as commencé à côté, je trouve que c'est très dur. Moi, je sais que là, je finis cette année et j'ai hâte, tu vois. J'ai hâte de finir, quoi. Je suis tellement dans le dur déjà que voilà. Mais ouais, non, je pense que l'entrepreneuriat, c'est bien d'être entouré, mais franchement, moi, pour toute cette année qui vient de s'écouler, le lancement de ma marque et tout, ça m'a beaucoup plus aidé d'avoir des amis entrepreneurs
qui me donnent des conseils, des gens qui ont déjà vécu ça. Ou tu vois, si jamais tu veux être entrepreneur, ça serait des trucs un peu genre, je sais pas, cours du soir, où en gros, tu peux retrouver des entrepreneurs, échanger, parler de tes problèmes, que apprendre en cours, comme tu dis, genre force-faiblesse. Voilà. Une fois que tu as les bases et que le business model, tout ça, c'est bon. Exactement. Tu vas pas te tuer 4 ans de plus, quoi, à apprendre la même chose. Et justement, quand j'avais arrêté, en fait, je me sentais quand même assez jeune et ça me faisait peur quand même. J'ai pas tout quitté en mode allez, c'est bon, je m'en fous, je suis sur YouTube et tout. Non. J'étais quand même dans une optique de ok, t'as arrêté les cours. Et j'avais encore aussi ce truc de j'ai approuvé à mes parents que j'ai fait le bon choix. Il faut pas que j'arrête pour rien. Il faut que je montre que voilà, je fais des trucs. Et du coup, je m'étais rapprochée de la CCI de Lyon, tu vois, la chambre du commerce. Et en fait, t'as des gens où tu peux aller les voir et ils te coachent toutes les semaines et ils te donnent des outils pour faire un business model et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je pense qu'en 1 mois avec un coach de la CCI, c'est le même truc que j'aurais fait pendant 2 ans. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est totalement très gratuit. Très bon type, ça. Donc vraiment, il y a plein de choses, je pense qu'on n'est pas au courant à quel point il y a des choses qui sont mises en place pour nous aider, nous épauler. Tu vois, souvent on a tendance à dire, bon, on est un peu tout seul et tout, alors que non, il faut juste chercher. Et il y a vraiment des gens qui sont là pour nous aider. C'est vrai, mais c'est vrai que l'accès à l'info, il est pas là. Genre, faut que ces personnes-là elles créent des comptes Instagram et en effet qu'elles en parlent, tu vois, parce que j'avoue que ça pourrait aider tellement de gens qui veulent se lancer. Et donc toi, t'as fait ça, t'as fait ça pendant 1 mois. Et déjà, je me dis, tes parents, ils t'ont dit, ok, direct. On te fait confiance, alors que YouTube, c'est en plus hyper... Et puis, salut, je vais faire des vidéos sur Internet. Et je crois que quand j'ai arrêté, j'avais peut-être 150 000 abonnés. C'est déjà énorme. Mais toi-même, tu sais, tu vis pas que de 150 000 abonnés, tu vois. C'est pas possible. Donc mes parents, je sais pas, ils m'ont écouté. Et je pense que voilà, j'étais quand même dans une démarche de les convaincre, un minimum. Donc j'ai essayé de leur expliquer que voilà, je voulais faire ça... Et en fait, ils n'ont pas trop eu le choix finalement. Je trouve ça bien aussi parce que, en fait, c'est une question qu'on pose. Tes parents disent quoi? Mais j'ai envie de te dire, tes parents, c'est pas toi. Donc c'est cool d'avoir leur avis. Mais dans l'absolu, tu vois, si t'avais dit non, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu vois, je pense que c'est bien de s'écouter aussi. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais un job à côté et du coup, c'était ça où je pense pas que j'aurais arrêté si j'avais pas ce job à côté. Franchement, t'avais quoi comme job? Je m'occupais de la communication d'un groupe qui avait plein d'agences dans toute la France. Du coup, je m'occupais de la communication, tout ça. Et donc, t'avais cette sécurité-là aussi. Donc, c'était en parallèle. Je partais pas non plus en mode, ok, j'arrête les cours, j'ai pas de taf, je pars de zéro. J'avais pas la question de, ok, je vais faire comment pour payer mon loyer, comment je vais faire pour vivre et tout. Non. J'avais quand même un petit truc qui m'assurait à côté, quoi. Et du coup, sur YouTube, je suis intéressée de savoir, est-ce que tu t'es déjà, dès le début, tu savais quel type de vidéo tu voulais faire? Comment ça a évolué un peu ta chaîne? Ça a bien évolué. Au début, c'était make-up. Mais parce que j'ai toujours été vraiment passionnée par le make-up et tout. Et je pense qu'aussi, à l'époque, c'était en mode, bon, t'es une fille, make-up. C'est fou, ce raccourci. Beauté, de ouf. Et en fait, donc, make-up... plusieurs vidéos, tout ça. Et au fur et à mesure, tu sais, au début, t'es un peu gênée de la caméra et tout. Au fur et à mesure, je me libère. Et ma personnalité ressort plus. Et je me rends compte qu'en fait, les gens me suivent plus pour ma personne plutôt que le contenu que je propose. Et ça, je pense que c'est toujours le cas parce que... j'ai pas honte de dire que mon contenu, il est nul. C'est pas qu'il est nul. Non, j'ai pas honte de dire que je suis une merde. Non, mais je sais pas comment dire, mais... J'ai pas la prétention de dire j'apporte une nouveauté, genre j'apporte pas des concepts incroyables, tu vois, genre non, je fais juste des vidéos comme ça. Des fois, vraiment, tu regardes mes vidéos, tu te dis mais il n'y a pas de concept. C'est vraiment juste moi qui vlog et tout, il n'y a pas de concept. Et du coup, vraiment, je me suis rendu compte que les gens s'en fichaient de ce que je proposais, tant que j'étais naturelle et que je les faisais rire et tout ça. Et en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, je peux pas que proposer... des trucs superflus, tu sais, t'as envie un peu à un moment donné d'apporter des choses importantes. Et après, je me suis dit, mais si c'est ce que les gens veulent et les gens me remercient que des fois, ils ont passé une journée de merde, il y a le soir une vidéo pendant 15 minutes, ils passent un bon moment, c'est ça en fait que j'apporte. Tu vois ? Non, c'est vrai, je pense que, de toute façon, j'ai envie de te dire, je pense qu'on sera jamais...
on sera jamais 100% satisfait, tu vois. Parce que moi, par exemple, je fais un contenu vraiment assez engagé et j'en suis très heureuse aussi parce qu'au final, c'est ça aussi qui me porte et tout. Mais parfois aussi, je me dis, franchement, ce serait plus simple, tu vois, de pas un peu plus léger. Ouais, un peu plus léger. Puis tu t'attires quand même moins de haine. Et en fait, bon, tu vois, toi, t'as l'autre côté où tu te dis, enfin, je pense qu'en fait, à chaque fois, on voit aussi ce qu'on n'a pas et ce qu'on aimerait. Et ce qu'on a, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, comme tu dis. De toute façon, tant que c'est là et que ça aide des gens, peu importe comment, tu vois, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc ouais, et puis même moi, pour regarder tes vidéos, en effet, ça fait vraiment rire. Mais en plus, je trouve que c'est difficile parce que, en fait, toi, c'est cool parce que du coup, t'es naturel et tu cherches pas forcément à faire rire. Parce que moi, je me suis toujours dit, ça doit être super. Enfin, moi, je pourrais jamais être humoriste. Oui, je sais pas toi, tu vois. Mais ça, c'est super dur, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent d'être drôles. Toi, on sent que t'essayes même pas forcément. Enfin, je sais pas, peut-être que si, hein, mais. Non, mais après, il y a tout ce truc de montage aussi, tu vois, qui est accentué par les zooms, les cuts de musique, les choses comme ça. Mais oui, sinon, je joue pas un rôle. Enfin, genre, c'est moi. Mais ouais, je sais pas, en fait, je me suis dit, arrête de te prendre la tête, arrête d'essayer de forcément vouloir apporter quelque chose, parce que sans t'en rendre compte, tu t'apportes un minimum. Et là, tu parlais de trucs engagés. Je pourrais pas du tout faire ce que tu fais. Parce que... Comme tu dis, les haters, la haine et tout, ça attire, tu vois. En fait, j'ai l'impression que si tu t'engages sur un sujet, les gens vont dire « Ok, elle s'est engagée sur ce sujet, je vais analyser le moindre détail de ce qu'elle fait et genre, je vais lui ressortir typiquement l'écologie. J'aimerais parfois en parler. Je me sens pas spécialement légitime parce que je fais encore énormément de choses qui sont pas bonnes pour la planète. Mais je me dis, jamais je vais m'embarquer là-dedans. Parce que j'ai l'impression à partir du moment où tu fais quelque chose en rapport avec l'écologie, on va avoir une paille en plastique dans ta cuisine, tu vas recevoir 50 DM en mode pourquoi t'as une paille en plastique dans ta cuisine alors que tu parles d'écologie, tu vois ce que je veux dire? Non mais totalement, c'est une vraie réalité. Non mais moi je trouve que ça c'est vraiment un fléau parce que la personne qui te dit ça, on dit souvent cet exemple, la personne qui te dit ça, elle a quoi dans les mains? Elle a un iPhone. Oui. Est-ce que l'iPhone, ça pollue pas 10 fois plus que ta paille en plastique? Si. Donc en fait, en effet, franchement, moi, du coup, je fais gaffe. Après, typique sur l'écologie, au final, je pensais, parce que j'ai créé une marque de vêtements de mode responsable. Donc en fait, à partir de là, je peux plus faire semblant, tu vois. C'est une vraie conviction. Et je pensais qu'on allait grave m'attendre au tournant. Au final, j'ai très peu de messages par rapport à ça. Tant mieux. Après, parce que je trouve qu'Instagram est une plateforme aussi très bienveillante par rapport à YouTube et Twitter. Par exemple, je n'ai pas Twitter. Je ne l'aurai sûrement jamais. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment virulent. Mais donc, ouais, j'ai pas tellement de... Après, bon, parce que aussi, du coup, je fais gaffe. Enfin, en effet, je monte pas de trucs en plastique. Voilà, de toute façon, j'allais dire, je prends pas beaucoup l'avion en ce moment. C'est compliqué. Mais du coup, je pense que j'ai aussi la chance d'avoir une communauté assez éduquée. Genre moi j'ai plus des 18-30, tu vois. Ok, donc c'est moins des gens qui voilà, j'ai l'impression que c'est des gens qui lâchent des commentaires comme ça. Il y en a de tout âge, mais c'est vachement de meufs de genre, je sais pas, 14-15 ans ou mecs de 14-15 ans et qui se sentent, tu vois, eux portés par le combat de l'écologie et qui du coup sont prêts à en gros te tacler dès que tu fais pas un truc bien, tu vois. Mais après moi je me dis franchement, plus la société évolue, plus on voit, genre, tu vois, les jeunes, la génération en dessous de nous, ils sont tous hyper engagés pour l'environnement, pour les droits, l'inclusivité, ce qui est archi cool. Et du coup, je me dis, en vrai, même si vous en parlez pas, je me demande si à un moment, on va pas quand même vous reprocher justement, tu vois, de pas en parler et potentiellement, enfin, tu vois, est-ce que toi, quand tu fais une story avec une bouteille en plastique, t'as genre 0 message? Non, je pense. Après, pour le coup, je pense comme toi, j'ai vraiment une communauté qui. Enfin, il n'y a pas de haine pure. Il y en a une fois de temps en temps, je bloque la personne et je passe à autre chose, tu vois. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a vraiment des gens qui ont des communautés. Typiquement, quand je te parle du truc de l'écologie, typiquement Enjoy Phoenix, je vais pas parler en son nom parce que je la connais pas plus que ça. Mais je vois bien que. Je sais pas si tu te souviens, c'est quand même elle qui avait fait la vidéo où elle refusait que les marques lui envoient des... J'ai l'impression que ça a vraiment eu un tournant dans le milieu de la beauté, tu vois, sur YouTube. Depuis qu'elle a fait cette vidéo, la meuf, elle a plus le droit à l'erreur. Et je pense que c'est pas comme toi où tu dis que t'en as pas trop. À mon avis, elle, ça doit être hardcore, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais elles sont... sur tous les sujets, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens où, en effet... Ta communauté, elle peut être toxique ou elle...
Après, c'est pas vraiment sa communauté. Je pense qu'il y a aussi des gens, parce que c'est Enjoy Phoenix, ils la connaissent. Et exactement, voilà, exactement. Et ça, franchement, moi, typique, je trouve que les réseaux, ils font pas assez, tu vois, pour ça. T'as déjà eu, toi, des moments de haine? Franchement, attends, je réfléchis. J'ai pas l'impression... Je me souviens d'un moment où ça a été assez compliqué. En fait, il y avait... bon, compliqué, hein, c'est un grand mot, mais il y a eu, en fait... comment il s'appelle ? Gossip YouTube qui avait fait les awards de YouTube. Et du coup, je crois que c'était il y a 2 ans. Et du coup, il y avait la catégorie drôle, humour. Et j'avais été du coup nommée. T'as un truc officiel, genre. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais face à, je crois que c'était McFly et Carlito, Squeezie et Mr V. Et c'était sur Twitter où vraiment je m'en suis pris plein la gueule. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste parce que j'étais une fille, en fait. C'est vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fout là Alors que, genre, objectivement, les gens disent que ils passent de bons moments devant mes vidéos, tu vois. Et je pense que t'as pas besoin de... Tu vois, tout le monde disait, comment tu peux mettre une meuf comme ça à côté de Mr V Mais genre, juste chacun apporte ce qu'il a apporté, tu vois. C'est clair. Non, mais franchement, moi, je trouve que enfin, il y a un problème de misogynie encore. Ouais. Et même moi, franchement, parfois, je suis grave naïve parce que les gens de notre âge, j'ai l'impression que... Enfin, c'est bon, quoi. La plupart, ils ont compris que le féminisme, ça avait une raison d'exister et tout. Et en fait, c'est vrai que sur les réseaux, moi aussi, tu vois, j'ai le droit à des commentaires vraiment... mais en fait, en plus, c'est vraiment absurde, quoi. Ouais, je sais pas, va te rhabiller, sale féministe. Enfin, tu sais, des trucs, mais pourquoi, en fait, il y a autant de haine envers... moi, franchement, je ne comprends pas. Mais je pense que c'est parce que tu fais des choses aussi qui dépassent ta communauté. Souvent, typiquement, quand t'as fait la photo pour les protections hygiéniques, c'est pas resté dans ta communauté, tu vois. Ouais. Et je pense que la haine, elle vient à partir du moment où ton contenu, il dépasse ton cercle de communauté qui te connaît et qui, du coup, dans tous les cas, va te défendre. Et parce que plusieurs fois, quand, justement, t'as un contenu... Typiquement, tu te retrouves en tendance... C'est là où les messages de haine arrivent, parce que c'est des gens, ils te connaissent de nulle part, ils sont en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait là dans les tendances ? Personne ne la connaît, elle est pas drôle, c'est de la merde ce qu'elle fait. » Alors que ta communauté, normalement, elle est bienveillante, elle te connaît. Du coup, je pense que quand tu reçois des commentaires comme ça, c'est des gens, juste, ils voient ton contenu, ils te connaissent pas, et du coup, ils vont juger ce que tu fais, alors qu'ils ont pas tout le background de « T'es une meuf engagée », tu vois, des gens qui te disent « Tu te sers d'une cause pour... » Pour percer. Voilà, alors que... Tu connais pas la personne, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle est dans ce genre de choses, quoi. Non, mais carrément. Moi, c'est plus l'incompréhension des gens qui lâchent ces coms, en fait. C'est vraiment, je me dis, mais est-ce que vraiment dans leur tête, tu vois, ils ont... Enfin, tu vois, tous les petits bougs là, qui laissent ce genre de commentaires, mais ils ont pas une mère. Enfin, tu sais, c'est vraiment un truc très fondamental où t'aimerais dire ça à ta mère, genre, mais bon, de toute façon, il n'y a pas d'explication aux haters, hein, ça existe, J'ai du mal à me dire, moi, personnellement... Je vais pas dire que tout ce que je vois, ça me plaît. Genre, je vais pas mettre des pouces bleus à chaque fois que je vois une vidéo. Ça m'arrive, des fois, je vois des vidéos, je me dis, bon, c'est pas top, tu vois, objectivement, j'ai pas passé un bon moment, c'est pas ouf. Mais tu vois, même le pouce rouge, je le mets pas. Ouais, moi non plus, jamais. J'ai jamais disliké. Tu vois, le pouce rouge, c'est vraiment si je tombe sur un contenu où justement la personne va avoir un propos, je vais me dire, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Ouais. Mais si c'est un truc c'est juste une histoire de goût personnel, ou c'est pas sur, tu vois, genre une insulte ou un truc comme ça, c'est juste un goût personnel, je trace ma route, quoi. Non, mais je suis d'accord et j'espère que les personnes qui nous écoutent font de même. Mais je pense et j'espère que ça évoluera. Mais je me demande qui t'a donné envie, toi, de te lancer sur YouTube, parce que tu disais que du coup, tu consommais vachement. Est-ce que t'avais un peu des... Il y a pas, tu vois, genre... Les early... Une personne en particulier. Je sais juste qu'à l'époque... Alors, je sais pas si tu étais à fond sur YouTube à cette époque-là, mais c'était vraiment... Ceux qui dirigeaient YouTube, mais genre dans le monde entier, c'était le British Crew avec Zoéla, Alfie Days et tout, je sais pas si tu vois. Alors je vois tout à fait Zoéla, mais pas Alfie Days. C'est son mec. Ah d'accord. Ouais. Et du coup, il y avait son frère, le meilleur ami de son frère qui était en coloc, et c'était vraiment, tu vois, un crew britannique. Et du coup, vraiment, mais il y avait que eux. Il y avait que eux, et justement c'est là où je t'ai dit mais ça a l'air fun parce qu'ils étaient en famille, entre potes. Ils faisaient un peu le truc que maintenant on voit avec McFly et Carlito où chacun s'invite, c'est des trucs fun, fit and fun, tu vois. Et c'était vraiment en regardant des vidéos comme ça, je me suis dit ça a l'air trop cool. Et quand tu t'es lancée, je sais pas, t'as eu du mal au début? Est-ce que t'as été déçue? Est-ce que c'est vraiment comme tu t'imaginais? Parce que
ouais, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais. Entre l'imaginer et commencer à faire ses vidéos, le montage, quand t'as commencé peut-être à être reconnue dans la rue, tout ça. Et j'ai pas l'impression, tu vois, d'avoir galéré. Je sais, tu vois, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils essayent de percer, ils y arrivent pas, alors qu'objectivement, ils font du contenu trop cool. Mais moi, justement, j'ai regardé mes anciennes vidéos il y a pas si longtemps, les toutes premières. Et genre, tu me vois dans la 2 ou la 3e dire putain, on est déjà 250, c'est un truc de fou. Et du coup, ok, maintenant, avec le recul, je me suis dit putain, j'ai passé quand même des mois et des années où j'ai dû galérer et je devais gagner le moindre abonné, tu vois, genre les uns après les autres. Mais je pense que sur le moment, 250 plus 250, c'était déjà une évolution de fou. Ouais, je l'ai pas senti en mode je fais des trucs pour rien. Ouais. Parce que je pense qu'il y a ces personnes, je pense que vraiment, si ça fait 5 ans que tu galères à essayer de percer et que tes vues, ça prend pas, tu prends pas d'abonnés, je trouve ça normal qu'à un moment donné, tu aies une baisse de motivation en disant bon, bah, c'est pas mon truc, je suis peut-être pas fait pour ça. Mais j'ai pas ressenti spécialement ça. Et quand est-ce que tu t'es dit que c'était vraiment ce que tu voulais faire forever? Alors, ça se trouve, c'est même pas forever, mais en tout cas, que tu voulais grave continuer. Bah justement, quand il y a eu pendant le master où je me suis dit bon, ouais. Je suis dans un truc où j'ai pas spécialement l'impression que ça va m'apporter quelque chose en plus. Et ouais, bon, on revient encore à ce truc de l'argent. Bon, j'ai pas fait YouTube pour l'argent, mais en fait, tu fais un métier aussi pour vivre. Il faut que tu arrives à un moment donné à payer ton loyer et tout. Et je me suis dit, mais ok, les gens disent que YouTube, ça peut être éphémère et tout, mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, ça paye mon loyer. Et est-ce que je vais réussir à trouver un métier qui me plaît plus pour au final gagner la même chose, tu vois? Et c'est là où je me suis dit, ok, on t'a toujours dit que ton métier, c'était ce qui te permettait de vivre. YouTube te permet de vivre, bah c'est ton métier. Ouais. C'est une équation simple, ça. Non, mais c'est simple, mais en même temps, il faut passer le cap parce que t'as toujours ce truc de putain, ça va peut-être pas durer. Ça, maintenant, tu réfléchis avec le Covid. Les gens qui pensaient avoir un métier bien planqué, peut-être ça va pas durer non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est pour ça que je pose plus trop la question, genre, je crois que je la pose jamais, mais tu te vois où dans 5, 10 ans? Parce qu'en vrai, même moi, je sais pas, en fait. Et je trouve ça un peu anxiogène. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui, fondamentalement, ont prévu leurs 10 prochaines années. Mais je pense que quand t'as un métier, comme tu dis, genre médecin et tout, pour moi, c'est un métier tu donnes ta vie à ton métier. Ouais, c'est une vocation, ouais. Mais c'est vraiment, c'est à l'intérieur de toi, tu vois, c'est dans tes tripes et tout. Donc, mais oui, même moi, les gens que je côtoie qui font des métiers lambda, entre guillemets, tu vois, qui c'est pas forcément des vocations comme médecin, je sais pertinemment que peut-être dans 5 ans, ils auront changé de boîte, même s'ils restent dans le même milieu. Ils changent de boîte, tout le monde bouge. Donc, je me dis, bah ouais, ça se trouve, moi, je vais faire ça pendant 10 ans et dans 10 ans, je ferai autre chose. Mais tout le monde bouge de métier, tu vois. Donc, et de plus en plus. Ouais. C'est ça qui est cool, je trouve. Franchement, j'aime bien recevoir sur le podcast des gens qui ont fait une grosse reconversion. Parce que franchement, tu te dis, ça, c'est du courage, quoi. Parce que nous, vas-y, à 20 ans, tu vois, changer de voix, c'est pas trop risqué, mais... Même pas changer de voix, c'est juste essayer une première voix, tu vois. C'est clair. Mais à 40 ans, je crois que c'est... un mec que je connais, bref, il est banquier, tu vois, genre vraiment institutionnalisé, ça fait 10 ans qu'il fait ça et tout. Il a tout arrêté pour être boulanger, genre. Ah oui, tu vois, c'est vraiment le 360, mais en ce moment, je pense, au fond de lui, il voulait toujours, mais tu sais, il y a vachement ce truc de la perception, tu regardes les autres, est-ce que c'est assez bien vu? Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc ça te pourrit, quoi. Les gens qui vont juger, genre, ton statut social en mode... et puis surtout, les barrières qu'on peut se mettre par rapport à ce que les gens vont dire. Enfin, mec, si ça te fait kiffer de faire du pain, on s'en fout de ce que pense Michel de toi qui fait du pain, en fait. Parce que si fondamentalement à la banque t'es pas heureux, même si Michel il a une bonne image de toi, enfin. Franchement, c'est ce que je me tue à dire à des potes qui justement sont en train de se chercher, tu vois. Et il y a ce truc de mais mes parents, mais les gens, mais j'ai fait ces études là, donc il faut que je fasse un truc en rapport avec. C'est pas grave, genre. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est comme il y a des gens qui me disent mais pourquoi du coup t'as fait une école de commerce parce que franchement objectivement mon école de commerce ça me sert pas à grand chose dans mon métier, mais c'est pas grave. C'est un apprentissage, c'est toujours des bonnes choses à apprendre. C'est pas parce que t'as fait, tu vois, genre des études dans un milieu et finalement au bout de 5 ans tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce que tu veux faire, et te force pas à faire ce métier parce qu'il faut rentabiliser tes 5 années, non. C'est clair. C'est franchement non. Faut dépasser ça. De toute façon, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ça, c'est genre un mantra. Non, mais vraiment. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans le milieu de YouTube ou pas forcément du tout, genre au quotidien, que tu regardes, tu vois, et tu te dis waouh?
Tu sais qu'en vrai, non. T'as zéro rôle modèle. Franchement, non. J'ai pas trop ce truc de... C'est pas starification, mais genre... Ouais. De me dire, waouh... Je vois des gens sur les réseaux où je me dis, putain, bête de meuf, trop cool ce qu'elle fait et tout. Mais j'ai pas, tu vois, ce truc de, putain, j'aimerais être ça, j'aimerais faire comme ça et tout. C'est juste sur le moment, un truc que je vois, je me dis, trop cool. Ouais. Et t'as pas eu de mentor ou de trucs un peu comme ça? Non, mais moi j'aime bien en plus ça parce que ça permet aussi de démystifier le truc de il faut forcément avoir quelqu'un, tu vois, qui te met le pied à l'étrier. Toi en vrai t'as commencé solo, enfin personne t'a vraiment aidé, tu vois, c'est vachement cool. Je pense que ça va grave pouvoir aider des gens qui justement pensent que il faut forcément quelqu'un d'autre pour réussir alors que tu peux être self-made. Ouais. Et si demain tu pouvais dîner avec qui tu veux, ce serait qui? De vivant ou de mort? Les deux. C'est chaud. J'ai pas de réponse cool à donner. Sachant qu'on est vraiment dans un truc un peu intime où justement je peux poser des questions. Franchement, un politique. Je sais pas lequel, mais un politique qui... Pour moi, je suis pas spécialement... Enfin, j'ai pas d'attrait particulier pour la politique, mais je trouve que c'est vraiment un monde où on sait rien. J'ai l'impression qu'on connaît 5% de ce qui se passe réellement. Et j'avoue, ça m'intrigue un peu de savoir un peu tout ce que eux savent que nous, on sait pas. Tu sais, le petit peuple qui est au courant de rien et toutes ces choses où, à mon avis, on n'a même pas idée de ce qui se passe. Donc, ouais, un politique, je pense. Ok. Ça, c'est marrant parce que quand t'as dit ça, je me suis dit ça doit être super cool de dîner avec genre le boss de la CIA, tu vois. Ouais. Parce que là, pour le coup, il sait beaucoup de choses qu'on sait pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça doit être un truc... J'aimerais bien recevoir un agent secret sur le podcast. Mais du coup, je sais pas s'il aurait le droit, il faudrait qu'il soit à la retraite. Oui. Comme ça, il aurait plein de choses à dire. Et du coup, quelqu'un qui est au courant de secrets que nous, on n'a pas, quoi. Ouais. Non, j'avoue, ça doit être vraiment chambé, ça. Est-ce que tu peux nous partager peut-être le moment que t'as le plus kiffé dans ta carrière so far, tu vois, où tu t'es dit, putain, là, c'est vraiment cool ce que je fais Le plus... En fait, tu sais que vraiment, j'ai l'impression que ça a été que des... beaucoup de positifs, tu vois. Ouais. Énormément de positifs. J'ai pas eu... évidemment, tu vois, j'ai eu des périodes un peu de down et tout, mais j'ai l'impression que c'est plus ce côté perso et du coup, ça a affecté le côté pro. Ouais. Mais j'ai pas eu, tu vois, genre un bad buzz ou un truc comme ça où j'ai l'impression que tout a été... truc cool sur truc cool. Tu vois, typiquement, genre là, podcast, c'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Ben m'a invité, maintenant tu m'invites. Et je suis trop contente. Je sais qu'à chaque fois, je pars, je suis en mode, un nouveau truc que j'ai fait, trop bien. Ouais. Et pareil, les premières fois où justement j'ai fait des collabs, les premières fois où j'ai fait un tournage avec une vraie prod, tu vois. En fait, toutes les premières fois ont été vraiment trop cool. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, du coup, tu touches à d'autres choses, tu passes et je me dis, en fait, tu vois, au bout de quelques années, ça me prouve que j'ai toujours pas fait le tour. Parce qu'il y a encore des nouveaux trucs qui se passent, on me propose des nouvelles choses à faire et tout, et franchement, j'aime trop. Ça n'a pas été trop dur de s'entourer quand tu t'es entourée, parce que c'est grave un métier en fait qu'on peut faire tout seul, mais à un moment, tu peux pas tout faire bien. Ouais. Donc toi, quand est-ce que tu t'es dit, bon, là, c'est chaud? Franchement, ça a été grave dur. Où justement, j'étais à Lyon, donc j'étais pas dans ce truc parisien. Où je pense que quand t'es à Paris, tu rencontres plus facilement des autres créateurs de contenu. Et après, limite, ça devient tes potes. Et après, tu continues que à traîner avec des gens du milieu, tu vois. Moi, j'étais à Lyon, j'étais un peu... pas dans ce délire-là, mais je commençais petit à petit à avoir des abonnés, à gagner en notoriété, etc. Et là, t'as les grosses agences qui viennent te tourner autour et à te dire « Marine, viens chez nous, je vais t'offrir ça, je vais te faire partir en voyage ici, tu sais qu'avec moi, t'auras ça. » Et en fait, moi, j'étais grave en mode... vous me faites peur, j'étais genre... J'ai trop eu l'image des rapaces, tu sais, mais c'est ça, au centre. Mais les vautours, vraiment, tu vois, genre tu sens... que ça a trop d'autour parce qu'ils savent que t'es encore solo et du coup, c'est le premier qui va réussir à t'avoir, il va t'avoir. Et moi, ça m'avait fait trop peur et du coup, je me suis dit, ok, j'ai énormément de propositions et voyons tout ce qu'on a à me proposer. Donc, j'allais voir une agence, 2 agences, 3 agences, je rencontrais les gens. Il y en avait avec qui ça matchait bien. Il y avait toujours un truc où je me suis dit,
t'as pas compris mon... Parce que tu vois, c'est tes réseaux et tout, même, je pense, ta marque, c'est ton bébé, tu vois, c'est ton truc. Et c'est hyper dur de se dire, quelqu'un d'extérieur va ramener sa fraise dans mon histoire, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment, non, il a pas compris. J'ai l'impression qu'il va me faire des trucs que j'ai pas envie. Sauf qu'à un moment donné, tu peux plus. Tu peux plus tout gérer tout seul. Tu peux plus, en fait, parce que, ok, c'est pas un travail laborieux, mais ça demande de la rigueur. Et tout seul, à un moment donné, tu peux pas et à la fois gérer toute la partie que les gens voient pas et à la fois gérer la partie création de contenu. Et je me suis dit, ok, bah là, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui va me soulager de tout ce qui est ce que les gens voient pas, pour me focus uniquement sur ce que je peux offrir aux gens. Et j'ai rencontré Cathy, mon agent, et j'ai matché directement avec elle parce que c'était la première fois où quand elle me parlait, je me suis dit, elle pense comme moi. Elle pense comme moi. Mais trouver la personne, c'est extrêmement compliqué. Franchement, c'est extrêmement compliqué et je suis avec mon agent depuis août dernier. Donc, c'est hyper récent. Attends, tu faisais tout toute seule? Non, si. Ça fait 6 mois? Ouais. Je suis choquée. Parce que vraiment, j'étais en mode, mais non, j'ai pas envie de prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un parce que, ok, je suis sous l'eau et je vais pas te mentir, je pense que oui, j'ai dû louper des opportunités parce que j'étais pas régulière dans mes mails, des choses comme ça. Mais je préférais ça que prendre quelqu'un juste pour prendre quelqu'un. C'est clair. Et tu t'es pas dit, je sais pas, une pote. Enfin, moi, tu sais, la première personne qui a bossé avec moi, c'est ma grande sœur que j'avais pris en stage. C'était. Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, mes potes, ils étaient encore à l'école, en études. Ma sœur, c'est pas spécialement ce qu'elle voulait faire et tout. Donc. Non, j'avais vraiment trouvé personne. Et bon, après, moi, je suis un peu tout arrive pour une raison. Donc, de toute façon, voilà, en effet, si t'en es pas morte, enfin, tu vois, voilà. Et je pense que j'ai pris la bonne décision parce que maintenant, tu vois toutes ces agences qui te disent, mais rentre dans notre agence, comme ça, on va vraiment t'apporter des contrats et tout. Et en fait, tu te rends compte que même si t'es pas dans leur agence, si la marque veut bosser avec toi, ils vont te contacter, même si j'ai pas signé chez vous, vous allez quand même travailler avec moi, tu vois. Donc, ce truc de vraiment faire son bail solo, c'est vraiment un truc que j'ai fait depuis le début, quoi. Surtout, j'ai l'impression que t'as un bête d'instinct, quoi. Parce que tu t'es écouté, j'imagine qu'en plus... Est-ce que du coup, t'as rencontré d'autres créateurs quand même avant? Parce que ils devaient te dire qu'ils étaient tous en agence. J'en ai rencontré quelques-uns, mais pas énormément. Et puis justement, quand j'écoutais encore plus leurs histoires, j'étais en mode... Ok, je vais pas du tout aller là-bas, en fait. Ça t'a plus conforté dans l'idée de... Ok. Parce que, ok, il disait, non mais franchement, chez nous, depuis que je suis dans cette agence, je me sens soulagée et tout. Ouais, mais 5 minutes après, tu me dis que y a ça que tu t'as fait alors que t'avais pas envie de le faire. Donc, ok, ça te soulage, mais à quel prix? Ouais, c'est clair. En fait, à un moment donné, il faut faire la balance. Et moi, j'ai préféré attendre la bonne personne. Ouais. Donc là, ça fait 6 mois. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu arrives à Paris ou tu étais déjà à Paris avant? Je suis arrivée à Paris en janvier dernier. Attends, il y a 1 mois? Janvier dernier de l'année 2020. fantôme. Ouais, voilà, 2020. Ouais. Et du coup, de base, j'avais pris un appart sur Paris parce que justement, j'avais envie un petit peu de me rapprocher de tout ce monde de YouTube. Et puis Lyon, j'avais fait le tour. Au bout de 5 ans, c'est bon, j'avais fait le tour. Et je m'étais dit, prends un appart, être locataire... Ça t'engage pas. Ok, tu vois, c'est de l'argent dépensé, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment dans 6 mois, je me dis, mais c'est pas fait pour moi, et je refais un déménagement et c'est terminé, quoi. Et au final, maintenant, c'est mon appart de Lyon que je vais lâcher pour venir à 100% à Paris, quoi. Et du coup, t'as passé le confinement où? À Paris. Ok. Ouais. Donc, comme ça, immersion, quoi. Ouais, c'est ça. Même si t'as pas pu trop bouger. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, je suis arrivée à Paris, je me suis dit, vas-y, je vais vivre la Parisian life et tout. Et en fait, Parisian life dans mon canapé, il s'est rien passé, tu vois. Ouais. T'étais solo? Ouais, j'étais solo. C'était pas trop dur? C'était un choix personnel. Ouais. Mais plus je m'entends parler, là, plus je me dis, mais j'aime vraiment être seule et tout. Mais j'ai besoin, en fait, à un moment donné, de me retrouver avec moi-même et mes pensées et vivre comme je l'entends, tu vois. En fait, j'ai bougé de chez mes parents, j'avais 17 ans. Et en fait, je pense que maintenant, je pourrais plus retourner dans ce truc de faire une coloc ou retourner chez mes parents parce que j'aurais pu passer le confinement chez mes parents. Ma sœur, elle allait chez mes parents. Et en fait, ce truc de, ok, à midi, faut qu'on aille manger à table et tout. En fait, c'est un truc que
je pourrais plus faire maintenant. Ouais. Qu'on te dise ce que tu dois faire. Du coup, j'étais chez moi avec mon petit chat, tranquille. Ah, il y avait quand même une présence. Oui. Il y avait une présence, ça fait la différence. Quand même, donc... Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, il y a un petit truc qui bouge, donc oui, il y a une présence. Mais sinon, non, j'étais toute seule. Ok. Je l'ai pas si mal vécu que ça. Vraiment, je l'ai pas si mal vécu que ça. J'ai plus mal vécu le deuxième reconfinement, là, que le premier où vraiment on était full enfermés. Ouais. C'est vrai. Et puis en fait, on se disait tous que c'était une période chelou dans l'histoire et que tout le monde vivait ça. Donc ça aide de ouf. Moi, c'était le FOMO qui était dur. Tu sais, c'est Fear of Missing Out. Genre, oui. Tu vois enfin, c'est ça, de manière générale, avec quoi j'ai du mal. Genre en mode, mais qu'est-ce que je rate? Et donc là, ça qu'en vrai, tout le monde ratait tout. Donc dans l'absolu, tu te disais un peu, foutu pour foutu, on serre les dents, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué au final cette année? Enfin, l'année 2020. L'année dont on ne va pas citer le nom. Ça va grave finir comme ça. En 2020, franchement, vraiment, c'est passer des moments entre potes et tout, parce que on l'a fait, tu vois, cet été, il y a eu un peu tout qui a réouvert, mais j'ai l'impression que très vite, tout a été refermé. Et depuis, j'ai l'impression que... Stand-by. Ah, mais vraiment. Ouais. Justement, j'avais vu un tweet il y a pas si longtemps qui disait mais vous savez qu'on est en couvre-feu depuis novembre. Ah ouais? Ça ne s'est jamais arrêté depuis novembre. Mais c'était 20h avant. Oui, mais même... Moi, c'est le 18h qui a été difficile. Oui. Putain, tu sais, mais franchement, je fais une story il y a 3 jours, genre... Moi, j'ai grave des cravings le soir. Ouais. Putain, il y a 2 jours, j'ai envie de céréales, mais genre as fuck, tu vois. Ouais. Et comme je suis entre 2 maisons, j'avais plus de céréales ici. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais foutu, c'est exagéré ce que je dis, mais tant pis pour moi. Oui, t'as tu peux plus pas. rien d'ouvert. Et même les trucs soi-disant, j'ai regardé les trucs qui te livrent tout le temps de la journée. C'est faux. C'est faux. Et c'est con, mais c'est vrai que ce truc de... Tu te rends vraiment compte à quel point on est devenu dépendant au final. Il faut que tu te prépares avant, tu vois, genre il faut que t'anticipes. Ah, mais tu peux pas anticiper ça. C'était trop dur. Avant 18h, genre tout avant 18h, mais c'est tellement dur. Ça crée de la frustration aussi en mode... on a tellement été habitués à avoir accès à tout de suite. Maintenant, tu veux faire un truc, tu le fais. Et là, en fait, non, c'est justement... Ok, tu sais que tu veux manger ça ce week-end, et le vendredi avant 18h, il faut que tu aies acheté ça parce que tu sais que ça sera fermé et tout. Ouais. C'est vraiment de l'anticipation et en fait, juste, on n'est pas habitué, quoi. Non, et franchement, ça m'a grave fait penser à... Tu vois, sur un épisode de podcast, j'ai reçu la fondatrice d'un média qui s'appelle Dear Lobbies, donc qui est vraiment très engagée et très... consciente de la catastrophe écologique. Et donc elle pense qu'à un moment très prochainement, c'est la collapsologie, en gros, tu vois. Donc la collapsologie, c'est il croit à l'effondrement en fait de la société, carrément. Et carrément. Et en plus c'est hyper badant parce que parfois elle te donne, en l'occurrence elle donne un argument qui était hyper vrai. Elle me dit s'il n'y a plus de pétrole demain, vu que le pétrole est une énergie finie, tu vois, une source d'énergie finie, tu fais comment pour aller faire les courses? Comment est-ce qu'ils viennent, les camions, pour aller remplir le supermarché? Et vous faites quoi si jamais les supermarchés ils sont vides? Il faut pas parler de ça, franchement, ça fait bader. Hein. En fait, si déjà il ferme à 18h et putain, on est là, ça nous bride de ouf. Imagine le jour où, en effet, il n'y a plus de supermarché, quoi. Mais en effet, même moi, j'aime pas en parler, parce que... Je pense que ça crée beaucoup d'angoisse pour énormément de gens et tout. Ce genre de... J'essaye de pas trop y penser. T'es angoissée un peu par l'avenir, tu sais, d'une manière générale, un peu... Non, en fait, moi, je suis une éternelle optimiste. Moi non plus. Et c'est pour ça que je suis toujours en retard. C'est con, mais j'ai vraiment réalisé que c'est pour ça, en fait, parce que je me suis dit à un moment, Louise, il y a forcément un biais psychologique. Je veux dire, ça fait 3 ans que je suis en retard tout le temps. Et normalement, quand t'es quelqu'un avec un minimum de bon sens, t'apprends de tes erreurs, tu vois. Et en fait, je réalise que non, parce que chaque fois, en fait, le matin, tu vois, quand je vais me préparer, que je vais commencer à être un peu en retard, mon cerveau d'optimisme me dit non, mais c'est bon, ça, du coup, tu vas le faire en moins de temps, et du coup, ça te permettra d'arriver à l'heure. Non, c'est faux. T'arrives à l'heure en retard. Je suis en retard parce que j'ai pas réussi du tout, mais j'ai cru que. Et donc, en fait, je crois que, tu vois, même pour avoir reçu plusieurs personnes, voilà, ou avoir échangé avec plusieurs collapsologues, en fait, même avec leurs arguments, au fond de moi, je me dis que c'est pas possible, en fait. Ou alors tu seras trop vieille pour le vivre, peut-être. En fait, non, je me dis, si l'espèce humaine a survécu jusque-là, ça m'arrange, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas pour que on va trouver des énergies renouvelables, tu vois. Parce que l'énergie, je suis d'accord, il y en a qui sont non renouvelables et c'est la merde. Mais on va en trouver, tu vois. Il y a des. Donc moi, j'avoue, c'est une foi en l'humanité. Ouais, je pense un peu comme toi. Je me dis à chaque fois, on est tellement, c'est pas qu'on est fort, tu vois, mais genre. On trouvera forcément une solution à un problème, tu vois. Ouais. Même si je trouve qu'on manque un peu de génie là.
Ah ouais? Je sais pas, franchement, je me suis dit... C'est un peu long, j'avoue. Non, mais tu vois, avec le Covid, je me suis dit, bon, franchement, big up à ceux qui ont trouvé le vaccin. Normalement, ça prend 5 ans, ça a pris 1 an, c'est déjà ouf. Mais je me dis, je sais pas, il y a tellement de choses encore qui vont pas dans la société. Et alors qu'on est arrivé à un moment dans l'histoire où la science est à son paroxysme, voilà, la technologie et tout. Et je me dis, moi, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Ouais, je suis d'accord. Après, je suis pas la génie, donc tu vois, je peux pas critiquer, hein, c'est pas wham, mais je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait plus de génie avant, quoi. Non, je pense pas quand même. Ben, je me dis, c'est peut-être avec le recul, en fait, où du coup, post-mortem, les gens sont plus connus. Peut-être que là, il y a plein de génies, on n'est pas au courant parce qu'ils sont pas morts. Mais on les connaît pas, tu vois, ils sont pas connus du grand public et tout, mais... Ouais. Où je me dis, en effet, ça se trouve, tu vois, ils sont des pays encore en développement, et du coup, c'est des nobodes, et donc, en fait, on leur donne pas la parole. Non, mais oui. Alors que, bon, il y en a, tu vois, mais... Ouais. Mais très intéressant, cette petite dérive sur l'espèce humaine. Non, mais c'est vrai. Et ma grande question, moi, c'est plus autour de la technologie, de où ça va nous mener, tu vois. Ça me fait plus peur. Ah ouais, donc ça te fait peur, quoi. Ben, c'est con parce qu'en vrai, tu vois, la catastrophe climatique est vachement plus certaine que la catastrophe technologique. Mais comme j'ai foi en l'humanité au niveau environnemental et que je connais des gens qui se bougent et que, je sais pas, moi je me dis si on fait tous mieux, vas-y, on peut y arriver, autant la technologie, et c'est d'ailleurs ce que disait un podcast, bref, moi j'écoutais un podcast qui est hyper cool de Tim Ferriss, qui est un gros podcasteur américain, et il a reçu sur son podcast Yuval Noah Harari, qui a écrit Sapiens, hein, c'est lui, donc en gros un bouquin qui a, gros best-seller, où il parle justement de l'évolution de l'humanité. Et en fait, il dit que lui, il a peur de 3 choses. Alors, je vais essayer de retrouver les 3, mais donc, il avait dit la catastrophe climatique. Ouais. Mais en vrai, on en a tous conscience, donc on fait tous mieux. Ouais. Le nucléaire, parce qu'en vrai, on a quand même aujourd'hui la possibilité de détruire la Terre. Ouais. Donc, j'avoue que ça, on l'oublie tout le temps, tu vois. Vrai. Et 3, et il a dit, c'est là où il disait le nucléaire, au moins, on en a conscience, donc pareil, on fait gaffe. Et le 3, c'est l'intelligence artificielle. Et pour lui, donc, c'est les 3 choses qui lui font le plus peur. Donc, au début, je l'avais pas pourquoi il a mis l'intelligence artificielle. Ouais. Il a dit, c'est le plus dangereux. Parce qu'on en est responsable et qu'on la finance. Ok. Et j'étais là genre, oh là là, le mec a tellement raison. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, t'as un peu l'excuse du progrès. Donc on va pas arrêter le progrès, tu vois. Oui, mais à quel prix? Genre, à un moment donné, ça va... Moi, ça nous dépasse, tu vois, à un moment donné... Tu vois, je me dis, franchement, il y a trop de trucs de science-fiction qui finissent mal. Et je me dis, il y a toujours une part de vrai, tu vois, dans les trucs comme ça. Je me dis, franchement, tu sais que le Covid, c'était écrit dans un livre. Hein. Ah bon? Ouais. Je sais plus de qui, je le mettrai dans les notes du podcast quand je le retrouverai, mais j'avais vu une story déjà en mars dernier d'une fille qui postait un extrait d'un livre où il y avait marqué « En 2020, un virus va contaminer », mais flippant, tu vois. Après, c'est peut-être une coïncidence, hein, il y en a, c'était un livre de fiction, tu vois, mais je pense que du coup, statistiquement, dans tout ce qui a été filmé et écrit sur 2050, il y aura forcément des choses. Trucs. Ouais, mais tu vois, les bails des voitures volantes et tout, on nous avait fait le coup, tu vois, en mode les années 2000, il y aura ça, vrai. Et au final, je suis toujours coincée dans les bouchons, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas encore, mais... Ouais, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, ça va nous dépasser et on va avoir des trucs de fou. Mais je pense que, tu vois, c'est comme nous, on est une génération où on a grandi avec la technologie, tu vois, nos parents... ça paraît tout con, mais je sais pas, peut-être que genre ils ont eu le micro-ondes à leur époque, alors que tu vois, faire ta vie sans un micro-ondes, tu fais comment pour réchauffer tes trucs? Et en fait, c'est que t'as grandi avec, et je pense que comme on va évoluer en même temps, c'est pas comme si que tu prends quelqu'un des années 50 et tu le projettes. Tu vois ce qui se passe en 2050 en se disant mais c'est pas possible. Nous en fait, on va évoluer avec, et du coup, je pense que ça va moins être choquant, mais est-ce que c'est pas ça justement qui est flippant? C'est qu'on va même pas se rendre compte qu'on a dépassé des limites, quoi. Bah moi, ce qui me fait peur, c'est l'accélération du progrès. Parce que par exemple, l'ordinateur, tu vois, ça a été, enfin même avant, ça c'est même un trop grand exemple, mais tu vois, la voiture, ça a été hyper progressif. Tu vois, on a eu les chevaux, après il y a eu les trucs un peu, je sais même pas vraiment quoi ça ressemblait, les locomotives, après t'as eu la voiture, voilà. Mais aujourd'hui, moi je crois que j'avais vu des chiffres qui disaient en gros les évolutions qu'on fait aujourd'hui par exemple sur le stockage, c'est plus en termes de progrès scientifique que ce qu'on a fait les 10 dernières années. Donc moi c'est le côté exponentiel. Je me dis ok, donc si en un an on fait ça,
bah en fait, l'année prochaine, du coup, tout ce qui va pouvoir être fait, ça va être quoi, tu vois? Ouais. C'est en fait, si... Du coup, tu vois, entre eux... En fait, c'est plus genre, regarde, prends les gens qui sont nés en 1850 et les gens qui sont nés en 1900. Il n'y avait pas de grosse diff. Prends les gens qui sont nés en 1950 et les gens qui sont nés en 2000. Oui, mais c'est... Oui. Un monde. Et donc nous, on est nés à peu près dans les années 2000. Oui, justement, nous, on a vu... 2050, ça va être quoi? Ouais. C'est ça, moi, qui me fait un peu peur. Mais comme tu dis, de toute façon, j'espère qu'on va le vivre. On va pas... Mais voilà, c'est un peu le mec, tu sais, qui était dans le coma. On a entendu parler, là, avant le Covid. Qui il se réveille. Le gars, il... Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est un peu l'effet que ça nous ferait si on grandissait pas avec 2050. Mais écoute, on verra. Hein, on aura 53 ans. Voilà. Rendez-vous en 2050. Et tiens, il y a une question qui me vient là. C'est si t'avais pu choisir... Enfin, si jamais tu pouvais choisir là de découvrir une autre époque de ces deux derniers millénaires, ce serait quand? En fait, tu sais que moi j'étais grave fan, enfin pas fan, tu vois, mais quand j'étais petite, je me souviens, j'aimais bien l'histoire et tout. Et le Moyen-Âge, c'était vraiment une époque qui m'intéressait. Et en fait, je me rends compte qu'en tant que femme, j'ai pas tellement envie d'y retourner, tu vois, parce que. Il y a peu d'époques où on a envie de retourner en tant que femme. Hein. Même cette époque-là, tu vois, elle est pas safe de ouf pour nous non plus. Mais ouais, je pense Moyen-Âge, trucs comme ça et tout, j'aimerais bien voir. Mais juste pour le kiff, tu vois, j'y passe une petite journée et après je reviens. Parce que, je pense qu'il y a aucune époque qui était safe pour nous, quoi. Non, c'est clair. J'avoue que quand tu dis ça, ça fait bader, quoi. Là, si tu te poses, tu penses à chaque époque... Tu te dis, ah ouais, non. Ouais. Soit tu serais genre violée, soit tu serais tuée, soit on dirait que t'étais une sorcière, soit on te brûle, enfin genre... Ouais, mais tu sais que j'ai lu Sorcière de Mona Chollet, qui explique justement d'où vient cette haine en fait de la sorcière. Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la théorie, c'est que la sorcière représente tout ce que la société patriarcale déteste. Okay. C'est une femme. Elle, en gros, sa principale caractéristique, c'est qu'elle ne suit pas l'ordre social. Donc, tu vois, elle est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Donc, elle ne dépend pas d'un homme. Sa fonction. Elle ne dépend pas d'un homme. Elle ne prend pas soin d'elle. Tu vois, l'image de la sorcière qui a les cheveux longs et blancs, alors que dans une société où, en fait, on n'a pas le droit d'avoir les cheveux blancs, limite, en tant que femme. Voilà, en effet, qui, en fait, n'est pas soumise, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été persécutée au fil des années. Parce que c'était en gros l'image de la femme qui ne rentre pas dans le moule, tu vois. Et en gros, je trouve ça cool que du coup maintenant il y ait vachement de gens qui se réapproprient cette image-là en mode c'est vraiment l'image de la puissance en fait. C'est la meuf qui a c'est pas soumise à ce qu'on attendait d'elle, qui vit selon ses propres règles, ses propres principes et j'ai trouvé ça hyper puissant. Mais c'est le plus, enfin en tout cas ce qu'elle avance dans le livre et c'est vrai, c'est que en tout cas c'est le plus grand génocide entre guillemets, ça a été celui des femmes. Parce que, en fait, à toutes ces époques, les femmes ont été persécutées par les instances de pouvoir dès qu'elles rentraient pas dans le moule, quoi. Ouais. Donc, bref, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment Mona Chollet qui a fait des recherches, tu vois, pendant des années et tout pour écrire ce livre. Et franchement, je trouve que ça gagnerait à être connu parce que c'est vrai que du coup, tu vois, on n'en parle jamais dans les livres d'histoire. Ouais, non, c'est vrai. On fait semblant, c'est pas grave, tu vois. On voit les gros mouvements, quoi, mais on rentre pas non plus dans les détails. Hein. Ouais, mais t'as raison, franchement, Moyen-Âge, t'étais vraiment servante, quoi. Même si t'avais une fonction sociale assez élevée, t'étais soumise. Renaissance, pareil, à la cour. Et puis en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que vraiment, t'étais toujours dépendante de l'homme, quoi. Oui, c'est c'était vraiment... Je pense que dans toutes les époques, tu vois, genre, t'étais vue comme... soit la femme d'eux, soit une traînée si t'avais pas de mari, tu vois. Ouais, la femme d'eux ou la mère d'eux, en plus pour ta fonction que pour qui tu es vraiment. Donc c'est vrai que ça c'était... Et franchement même je me suis rendu compte là, je regarde Le Jeu de la Dame sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Et bon, j'en suis qu'à l'épisode 2, mais où tu vois, donc du coup moi j'en suis au moment où elle se fait adopter par une famille, par un couple, et donc le mari part, et en fait la femme du coup est condamnée. Tu vois, elle est là, elle est au bout de sa vie, parce qu'en fait, sa vie s'arrête. Oui, donc, à partir du moment où ton mec ne veut plus de toi, tu étais foutu. Et elle pense à rendre pas son travailler, enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était il y a 50 ans, quoi. Mais c'est pour ça, tu vois, genre, les gens qui disent oui, mais maintenant, tout le monde divorce pour un oui ou pour un non, alors que nous, à notre époque, nos grands-parents, ils sont restés 70 ans ensemble. Mais ça se trouve, ta grand-mère, elle avait pas le choix de rester avec ton grand-père, en fait. Ouais. Et elle a subi peut-être toute sa vie un truc que
qu'en fait, nous, à notre époque, on n'a plus envie de subir. Ouais, totalement. Bah, je lis un livre aussi hyper intéressant où la meuf dit, et ça m'a vraiment fait réfléchir, le mariage, c'est quand même le seul contrat où tu signes pour ne plus avoir le droit de partir. Ouais. J'ai trouvé ça très fort. Très badant aussi. Très badant aussi. Ouais. Mais où, voilà, il faut que tu re-signes un autre contrat pour avoir le droit de partir, tu vois. Toi, t'es pour le mariage ou t'as pas d'avis Moi, je suis pas pour le mariage, justement, en signant des papiers. Ouais. Je me suis toujours dit, en fait, je trouve la cérémonie, le rituel un peu, tu vois, du mariage, c'est beau. C'est vraiment tu montres aux yeux de tous à quel point, voilà, tu as choisi l'autre personne, t'as envie de faire ta vie avec elle. Mais ce truc de signer des papiers, ça veut dire que si un jour ça va pas bien, tout ce qui est à moi est à toi, et du coup on divise en deux, etc. Genre ça me fait flipper. Et mes parents sont pas mariés, et du coup j'ai pas ce truc de ok, pour moi le mariage c'est indispensable. J'ai envie de faire une cérémonie, mais tu vois, une cérémonie non officielle. Ouais, ok. Mais la cérémonie, par contre, je trouve que c'est vraiment un beau moment. Ouais. Et tes parents sont encore ensemble ? Ouais. Mais tu vois, j'en parlais avec des potes la semaine dernière, et la meuf me disait pareil. Elle me disait, mes parents sont encore ensemble, ils sont pas mariés. Ouais. Et donc, après, le problème dans notre société, c'est que tu te prends, je sais pas s'ils sont pris des commentaires dans leur vie, mais elle disait, moi, mes parents, toujours dans la famille, les gens disaient, alors, vous comptez vous marier ? Pourquoi vous n'êtes pas mariés ? Bon, on dit, mais résultat, ils sont encore ensemble, alors que tous leurs frères et sœurs sont divorcés alors qu'ils s'étaient mariés. Ouais. Et donc, je me demande, franchement, c'est à creuser, il faudrait faire une petite enquête sociologique là-dessus. Mais est-ce que le fait, justement, de ne pas te sentir enfermé ne fait pas qu'au final, tu te sens plus libre et du coup, tu dures plus longtemps ? Parce que moi, mes parents étaient mariés, mais ils sont séparés, tu vois. Mais après, tu vois, je sais pas, parce que j'ai l'impression que, tu vois, ils sont pas mariés, mais ils ont quand même fait des enfants. Et est-ce que faire un enfant ensemble, c'est pas plus fort que limite signer un papier ? Parce que décider de rompre un mariage quand il y a un enfant qui est dans la famille, c'est même plus compliqué que justement juste t'es marié et c'est des papiers à faire et t'as pas encore d'enfant. Non, c'est sûr. C'est une forme de... Ouais, c'est une forme de lien aussi, très... Enfin, forme physique, qui grandit et tout. Ouais. Et ils t'ont dit pourquoi ils voulaient pas... pourquoi ils l'ont pas fait ? Je sais pas, ça a jamais été... leur kiff. Puis maintenant, tu vois, ils y réfléchissent, mais plus en mode parce que ils vieillissent et du coup, franchement, c'est des discussions horribles, mais genre, quand t'arrives à un certain âge, t'es obligé de te poser la question de... Là, tu vois, typiquement, s'il y en a un des deux qui meurt, je touche du bois que ça arrive pas, tu vois, mais peut y avoir des problèmes pour la maison, des choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est là où tu te rends compte que même en ayant vécu 40 ans ensemble, il faut quand même prouver, tu vois, à l'État que avec un papier, c'est bien la femme ou le mari de... Donc là, ils réfléchissent vraiment à, pour le coup, vraiment signer des papiers, tu vois. Ouais. C'est fou à quel point c'est devenu une formalité, en fait, administrative, quoi, presque. C'est le truc de mari et femme. Et ça perd la symbolique... Alors qu'en fait, on le voit un peu comme un rêve. En fait, je pense que beaucoup de personnes, ça les fait encore rêver parce qu'on nous l'a mis dans la tête. Enfin, tu vois, moi, j'ai dans la tête tous les films que j'ai vus. Genre, j'adore le film 27 Robes. Je sais pas si tu l'as vu. Ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Et typique, la meuf, elle organise des mariages, tu vois. Et donc, en fait, t'as ce côté où on te vend tellement le truc trop beau, plein d'amour, plein de machin. C'est là où je te parle de la cérémonie. Où la cérémonie fait kiffer. Mais... Ouais, tu ferais une cérémonie sans forcément signer de papier, quoi. Ouais. C'est un truc sur la plage, on va lancer un concept. Beau. Quand même, ce truc de te voir en robe de mariée, un peu apprêtée et tout. Je pense que c'est un kiff personnel, mais c'est pas le rêve de ma vie, tu vois. Genre, être mariée, non. Ce qui est bien aussi, parce que, mine de rien, c'est encore le... Enfin, je juge pas du tout, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on le vend encore comme finalité de la vie d'une femme. Je sais ton mari, c'est quand que... Non, mais moi, je sais que dans certaines familles, des potes de notre âge, on leur fout déjà la presse, tu vois. Genre, 23 ans, t'es là, allô, genre, en fait, même à 30, on devrait pas te la mettre, et à 30, on te la met encore plus. Mais moi, c'est vraiment ça qui me dérange le plus, c'est le côté, alors qu'un homme, on lui posera beaucoup moins la question. Enfin, tu vois, j'ai des potes de 30 ans. Encore le temps et tout, alors que limite, nous, non. Le temps passe. Et puis, et surtout, l'image de... Enfin, d'ailleurs, oui, parce que nous, en plus, il y a le côté des enfants, etc., mais... J'ai des potes de 30 ans, j'ai des potes de meufs de 30 ans qui sont pas mariées. T'inquiète qu'elles ont un commentaire, mais limite tous les jours. Non, j'ai des potes de 30 ans mecs pas mariés. Ah, le Don Juan. T'as raison, mec, vis ta meilleure vie. Toujours la même chose, toujours la différence, quoi. Ouais. Et je sais même pas si les gens s'en rendent compte, parce que parfois, ils s'en rendent même pas compte de la différence de traitement. Ouais. Je pense que c'est tellement ancré qu'ils se rendent pas compte. Ouais. Mais tu sais que je viens de repenser à quand j'étais petite.
cette idée de savoir que quand j'allais me marier avec un homme, j'allais changer mon nom de famille, ça a toujours été un truc que j'ai jamais compris. Ouais. Et que je voulais pas, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais... Et je me souviens vraiment, genre quand j'étais très jeune, je m'étais posé la question parce que justement mes parents sont pas mariés, donc ma mère a toujours son nom. Ouais. Et je voyais les mamans de mes autres copines qui elles, avaient le nom de leur mari. Je me disais, mais ça veut dire que moi, si je me marie, je fais plus partie de ma famille et tout. Ça, ce truc de... Enfin, quand tu réfléchis, il y a trop de trucs, c'est pas logique. Non, c'est clair. Bah, même le fait que, du coup, t'as choisi le nom de ton père. Bah, j'ai le nom de mon père, ouais. Mais non, t'as raison, t'as même pas choisi, t'as le nom de ton père j'ai parce le nom de que... mon père. Ouais. Je crois que maintenant, tu peux avoir les deux ou quoi, mais moi, j'ai... C'est une galère, hein. Mais moi, je trouve qu'on devrait choisir, quoi. Enfin, t'as une préférence... Ou les deux, quoi. Ou genre, les deux... Enfin, ouais, c'est des trucs qu'on remet pas en question parce que c'est l'état, c'est l'ordre des choses. Ouais. Je me demande si dans certains pays, c'est différent. Je sais pas du tout. Parce que, je me dis, bon, nous, dans la société occidentale, ça doit être après la même chose partout. Mais ça se trouve, dans d'autres pays, je sais pas. Franchement, je sais qu'il y a des tribus où c'est la femme qui a le pouvoir et tout, mais tu sais, c'est misquine quand on en vient à parler d'une tribu sur 500 populations. Ouais. Bah écoute, on espère que ça changera, mais après, il y a encore des gens qui te demandent pourquoi le féminisme, pourquoi t'es féministe. Moi, franchement, je vais faire un disclaimer, mais je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il y a des femmes féministes qui ne veulent pas dire qu'elles sont féministes. Tu sais, moi, j'ai vraiment des potes. Enfin, fondamentalement, dans leurs actes, elles sont féministes, elles défendent les droits des femmes, tu vois. Et elles vont avoir cette phrase de « Non, mais après, c'est pas comme si j'étais une féministe. Mais voilà, moi, c'est pas du tout une honte, meuf. » Enfin... Et tu sais que, vraiment, ça revient au tout début du podcast quand tu m'as posé la question sur la vidéo avec mes potes, là. Quand on a été approchés par des journalistes qui nous ont appelés au téléphone pour nous poser des questions. Mais du coup, à l'époque, je sais pas, on avait quoi ? On avait 18 ans, 19 ans. Et en fait, je t'avoue que je m'étais pas spécialement posé la question. Et on avait tout le temps cette question de c'est quand même une vidéo assez engagée et tout. Est-ce que du coup, vous vous considérez comme féministe ? Et je me souviens qu'on répondait systématiquement bah non, pas spécialement. Parce que pour nous, on n'allait pas à des manifs, on n'était pas spécialement engagés. Et du coup, on n'était pas féministe. Alors qu'en fait, maintenant, avec le recul, mais rien qu'avoir fait cette vidéo, tu vois, genre, c'est être féministe. Et rien qu'être une femme et genre... porter le poids de tout ce qu'on a apporté, c'est ça être féministe, tu vois. Ouais. Mais je me souviens qu'à l'époque, on répondait non à la question. Ouais. Bah, en plus, franchement, il y a 5-6 ans, c'était déjà vachement moins démocratisé. Ouais. C'est vrai qu'avant, c'était, en effet, on avait l'image, la féministe, tu devais être militante. Ouais, limite, qui va faire des... Enfin, qui va à des manifs, les seins à l'air. Mais vraiment, c'était cette image qu'on avait dans la tête, quoi. C'est fou. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Okay. Déjà, est-ce qu'il y a un livre, un film, enfin une ressource qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? Ouais. Non, mais les gens vont vraiment penser que je fais la propagande de ce livre, mais je parle sans cesse du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je sais pas si tu l'as lu. Bien sûr. J'ai même la partie 2. Okay. J'ai acheté le... Parce que j'ai l'impression que ce livre, c'est soit t'accroches, soit t'es en mode ok, bullshit. Moi, je me suis tellement reconnue. Voilà. Je me suis reconnue dans 2 blessures. Attends, c'était laquelle ? C'était le rejet et l'injustice. Moi, c'était rejet, abandon. D'accord. Ouais. Et donc, le pendant, c'est, en gros, contrôlante. L'abandon, c'est plus... Putain, c'est quoi le masque ? Ouais, moi, alors, dépendant, oui. Oui, t'as raison, c'est ça, le masque. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est contrôlant et rigide. Oui, injustice, c'est franchement rigide. Grave moi. Ouais. Mais cette meuf était un génie pour le coup. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment quand tu lis ce livre et que tu commences à lire les premières lignes d'une blessure et t'es en mode c'est moi. Okay, c'est moi. Et tu lis et t'es en mode c'est moi, mais c'est vraiment moi. Que je pense que t'es en mode putain, ce livre est incroyable. Mais je pense que les gens qui lisent et se reconnaissent dans quelques parties de chaque blessure, mais qui ont pas ce truc de putain, mais c'est une évidence. Blessure, tu vois, voilà, une évidence. Mais ce livre, vraiment, je conseille à tout le monde de le lire parce que. J'ai appris beaucoup de choses, des choses que, justement, des fois, tu sais, elle dit des trucs en mode, vous allez sûrement vous dire que non, c'est pas vous, mais vous savez intérieurement que ça vous ressemble. Tu sais, ça te met face à des choses que tu veux pas t'avouer, alors que, si, c'est toi, genre, meuf, fais face à ça, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, franchement, je la trouve fascinante et c'est trop con, mais parce qu'en fait, j'ai écouté un podcast d'elle. Je crois qu'à un moment, j'ai tapé son nom, vu que j'écoute plein de podcasts, tu vois, j'ai tapé son nom après avoir lu le livre. Ouais. Et j'ai écouté, et tu sais qu'elle est québécoise. Oui. Et donc en fait, moi franchement l'accent québécois, j'ai grave, mais je sais, mais elle est pleine d'énergie et tout, et ce qui confirme, je trouve vachement ces théories de si jamais tu prends soin, enfin t'écoutes ton corps, parce que c'est vachement ça sa théorie aussi, et que du coup tu fais pas l'autruche, en fait tu peux t'en sortir, enfin c'est très gros à dire, mais
sans maladie, entre guillemets, parce que pour elle, la maladie, c'est le corps parle. Ouais. Et donc en fait, si jamais tu écoutes les signaux que t'envoies de ton corps au fur et à mesure des années et que tu les traites, tu les soignes, et pour elle, enfin voilà, les grosses maladies, ça peut être juste le signe d'une blessure refoulée. De ouf. Et c'est fascinant. Bah, t'as lu La guérison ou pas ? Non, mais j'ai lu à la fin du livre, mais c'est vraiment superflu, tu vois. Ouais. Genre, Parce que moi, j'ai acheté la partie 2, mais pareil, je l'ai dans mes cartons, mais je l'ai pas lu encore. Il faut que je l'achète du coup. Bah, écoute, on le lira, on se fera un débrief. Okay. S'il y avait une personne que tu voulais ou pouvais entendre sur le micro d'InPower, qui est-ce que t'aimerais entendre discuter, entendre le parcours, les conseils ? Bah, du coup, t'as parlé de Eliseb, franchement, ça serait trop cool. Ok. Carrément. Parce que justement, ce truc de... Pourquoi t'as repris tes études ? D'avoir voulu reprendre alors que... elle a notre âge, il me semble. Genre, c'est vraiment un truc que j'arriverais pas à expliquer, tu vois. Ouais, ok. Bah écoute, je lui enverrai un petit DM. Et du coup, je vais te poser la question. Signature du podcast, ça signifie quoi pour toi ? Prendre le pouvoir de sa vie. Alors, je pense que vraiment, ça rejoint tout ce truc de arrêter ses études. C'est vraiment là où j'ai senti que j'ai pris une décision, pour le coup, qui était à l'encontre de ce que mes parents, la société, tu vois, attendaient de moi. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est penser pour soi. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui osent pas faire des choses parce qu'ils ont peur qu'on dise t'es égoïste. Et en fait, il y a grave une différence entre être égoïste, penser pour soi, et penser pour soi, mais tu vois, pour son bien-être. Et je pense que vraiment prendre le pouvoir de sa vie, c'est à un moment donné, genre tu te poses et tu te dis, ok, qu'est-ce qui me fait du mal dans la vie ? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement me faire du bien ? Tout ce qui te fait du mal, tu le dégages, même si c'est couper des relations avec des gens de ta famille, des gens de tes amis et tout. Et vraiment aller uniquement sur ce qui te fait du bien et ce qui va te motiver, parce que en fait, à un moment donné, il faut se rendre compte que tu vis vraiment pour toi, quoi. Et que ta vie, c'est toi qui vas la vivre, c'est pas ton père, ta mère, le voisin, tu vois, des gens que tu connais pas, quoi. Trop voilà. Cool. J'aime trop. Bah écoute, merci beaucoup Marine d'être merci à toi, c'était trop cool. Time flies. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Bah du coup, ma chaîne YouTube Marine LB, et sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, c'est Marine Elbars. Ok, et voilà. Envoyez du love, de la bienveillance, no hate. Super, bah à très vite j'espère. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Bisous.